Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Charles Compagnon, conseiller municipal d'opposition à Rennes, président du groupe Libre d'Agir pour Rennes, et il est avec nous en direct. Bonjour Charles Compagnon. Bonjour Stéphane. Alors on va parler, on a un écho dans le micro là, je ne sais pas ce que c'est, voilà, alors bon, on va essayer de faire comme ça. Que ça va se résoudre. En fait il y a un micro qui est ouvert qui est pas le bon là, je crois, c'est ça, on va y arriver. C'est donc Charles Compagnon qui est avec nous ce matin, voilà, on va quand même arriver à s'entendre et on va parler de Rennes essentiellement ce matin. On va parler de politique aussi un peu plus générale avec entre autres une situation un peu inédite aujourd'hui. J'imagine que ça interroge l'élu que vous êtes, cette situation compliquée comme l'on dit. La situation à Rennes, la situation politique. Voilà, alors situation politique à Rennes, mais plus largement la situation politique nationale. Oui, alors oui, la situation. Alors là, je me positionne comme tous les citoyens, comme les millions de Français qui comprennent pas toujours ce qui se passe au national, bien qu'engagés localement. Et effectivement, je me félicite moi d'être engagé pour ma ville, pour ma métropole. J'élargis à l'Ille-et-Vilaine et à la Bretagne, mais j'avoue que tout ce qui se passe à l'est de la Gravelle, moi aussi j'ai beaucoup de mal à suivre. Voilà, alors je ne sais pas si c'est plus apaisé la politique régionale ou en tout cas locale. Je disais qu'on allait parler évidemment de Rennes. Il y a des échéances qui arrivent, les échéances municipales, et on a vu cette alliance avec les Verts et la majorité, le PS en l'occurrence à Rennes, et la maire sortante Nathalie Appéré. Quel est le signal pour vous? Est-ce que c'est l'union de la gauche qui se refait sans LFI, on l'aura compris? Comment vous avez perçu cette alliance? Alors, cette alliance, elle est intéressante parce qu'elle est inédite, hein, il faut le dire à vos auditeurs. En 2014, Nathalie Appéré est partie séparée des écologistes. En 2020, bien qu'ils aient gouverné ensemble, ils sont repartis séparés, il faut bien l'entendre, hein, sur les élections de 2020. Et là, en 2025, bon, pour les élections 2026, ils annoncent dès le mois d'octobre qu'ils partent ensemble. Alors, c'est le signal de l'alliance de la peur, parce que ils voient bien que il commence à avoir un effondrement des soutiens. Les gens ne sont pas contents. Ils le disent sur les réseaux, ils le disent dans la rue, ils le disent sur les marchés, ils le disent dans leur entreprise. Et cette alliance, elle vient, comment dirais-je, comme un signal de on est ensemble tout de suite, mais on n'est pas avec LFI. Donc c'est le message qui est envoyé. Nous, on y voit l'alliance de la carpe et du lapin parce que c'est quand même important de savoir qu'ils s'allient, mais ils ne sont d'accord sur rien. Et c'est le conseil municipal d'opposition qui vous le dit. Ils sont pas d'accord sur la sécurité, ils sont pas d'accord sur l'urbanisme, ils sont même pas d'accord parfois sur les mobilités, ils sont pas d'accord, je vais vous donner un exemple très simple, ils sont même pas d'accord sur le fait de garder la patinoire de Rennes ou de la fermer, puisque il faut savoir que les écologistes ont dit au dernier conseil municipal, on va fermer la patinoire. Quand le PS dit non, nous on va faire comme Charles Compagnon, on va la garder, puisqu'ils ont pris mes arguments, le PS. Donc ils sont d'accord sur rien. Certains voulaient les portiques dans le métro, les autres veulent pas le portique dans le métro. Du coup on a des portiques dans le métro, mais on les laisse ouverts. Enfin, et au final c'est une cacophonie. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Donc cette alliance, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. C'est une alliance qui part sur des désaccords. Ça peut desservir la gauche, ça peut vous servir finalement, Charles Compagnon? C'est clair que avec Carole Gandon, puisqu'on a annoncé que les deux groupes d'opposition partaient unis, et ça aussi c'est historique, hein, on était séparés en 2020 et là on a envoyé un message très clair à tout le monde en disant en 2026 on vous a entendu, on partira ensemble. Et on part avec une colonne vertébrale, avec une vision de la ville optimiste, ambitieuse, avec un programme qui sera commun, avec aucune divergence, puisque pendant 6 ans que nous avons travaillé ensemble, on a fait l'inverse en fait des écologistes et du PS, c'est-à-dire qu'on s'est rassemblés sur des choses qui nous divisaient. Certains étaient contre l'armement de la police, d'autres étaient pour. Eh bien, on est tous d'accord maintenant pour l'armement de la police. Étudier la sortie du métro, j'étais contre, et finalement, c'est quelque chose qu'on proposera, qu'on étudiera. Vous voyez, chacun a fait un pas vers l'autre pour arriver vers une situation qui est une situation cohérente, commune et surtout municipale. Est-ce qu'on peut pousser l'alliance à droite un peu plus loin avec Thomas Rousseau, par exemple ?
Alors, j'ai été extrêmement clair, et encore dernièrement devant des militants, jeudi soir, on a réuni une centaine de militants. Aujourd'hui, le mouvement Vivre Rennes, qui rassemble les deux groupes d'opposition, il est ouvert de la social-démocratie à la droite républicaine. Parce que sur des sujets municipaux, justement, pas nationaux, mais sur des sujets municipaux, on rassemble, on a les mêmes valeurs de la social-démocratie à droite républicaine. Mais on a du mal à comprendre. Est-ce que l'union de la droite et du centre, c'est une nécessité ou un casse-tête? Pourquoi l'union de la droite et du centre à Rennes semble-t-elle si difficile alors que tout le monde en reconnaît la nécessité? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés entre vous, donc Carole Gondon avec qui vous vous alliez, et Thomas Rousseau? Pourquoi? Est-ce une question d'ego? Est-ce une question de programme? Est-ce une question de personne? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous allier avec Thomas Rousseau? Alors, on a, comme je disais, fait l'alliance avec Carole Gondon, qui est d'ailleurs pas une alliance de la majorité présidentielle. Alors voilà, tout à fait. Et c'est pas une alliance de circonstances, puisque je vais quand même vous donner un élément important. Ça fait déjà plusieurs mois, voire 1 an et demi, que Carole est coprésidente du groupe à la métropole que je coprésidais. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est, comment dirais-je, une alliance qui s'est fait dans la confiance. Je crois que c'est Général de Gaulle qui se disait « l'union, ça se construit chaque jour dans la confiance ». Donc voilà, il faut la confiance. Maintenant, quand je dis on va jusqu'à la droite républicaine, la droite, oui, tout à fait républicaine, pardon, eh bien, il y a des discussions qui se font, mais ces discussions-là, elles prennent un peu de temps parce que il faut que les valeurs qu'on défend nous depuis 2020 avec Carole Gondon, elles soient bien respectées, elles soient bien cohérentes. Mais vous répondez pas à la question, qu'est-ce qui coince avec Thomas Rousseau? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous allier avec lui? Parce que ça prend du temps, ça prend du temps. Il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit cohérent. Nous, il y a des gens qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, je vais être très précis avec vous. Hein. Aujourd'hui, dans mon groupe Libre d'Agir, il y a une LR qui siège. C'est-à-dire que cette alliance au conseil municipal, elle est déjà là. Après, c'est une alliance qui doit être officialisée, ou pas d'ailleurs, hein, mais ça prend effectivement un petit peu de temps. Et je vais vous dire aussi, ça prend du temps parce que avec Carole et moi, on est élus avec nos groupes. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous prend beaucoup de temps aussi, c'est la politique de Nathalie Appéré, c'est tout ce qui est fait à Rennes. Et on est aussi, nous, élus, c'est-à-dire engagés dans la vie politique de la cité, et ça nous occupe aussi pas mal de temps. Ce qui coince aussi, c'est la question de la tête de liste. Est-ce qu'il y a aussi cette question-là par rapport au fait que Thomas Rousseau dit dans certaines interviews qu'il aimerait être tête de liste? Est-ce qu'il y a aussi ce point-là qui bloque, où il y a cette crispation-là vis-à-vis de l'Union? Aujourd'hui, non. Je pense que les têtes de liste seront... D'ailleurs, vous voyez, Carole et moi, sur Vivre Rennes, on n'a pas annoncé de tête de liste parce qu'on a notre projet, c'est d'avancer collectivement. Justement, c'est pas les égos. On a fait une grande campagne d'affichage 300 jours. Dans 300 jours, vous nous direz comment vivre Rennes. C'était 300 jours avant les élections. Eh bien, tout le monde a pu remarquer qu'il y avait aucune photo sur l'affiche. Aucune photo parce que justement dans les valeurs de Vivre Rennes, c'est pas une valeur d'ego, c'est une valeur de collectif, et c'est aussi comme ça qu'on a pu rassembler beaucoup de gens. Alors, vous parliez de Nathalie Appéré, vous parliez aussi du bilan, bien entendu, bilan politique, et puis il y a les projets, il y a les engagements qui sont en cours, et puis il y a aussi une contrainte budgétaire, comme partout aujourd'hui. Voilà, j'allais presque dire c'est un lieu comme... il y a des choses dont on parle beaucoup à Rennes. Tenez, par exemple, la destruction du parking Viden qui a commencé la semaine dernière. Les opposants disent que ça coûte cher, que ça ne sert à rien. Au contraire, la municipalité veut rendre la Vilaine à son cours, j'allais dire presque naturel. Et côté coût, finalement? Côté coût, c'est une gabegie monstrueuse parce que, ce projet, il a été demandé par personne. Voilà, clairement personne. Deuxièmement, Nathalie Appéré avait promis un apaisement du centre-ville après les grands travaux du métro, en disant voilà, les gens vont pouvoir se réattribuer le centre-ville. Et puis finalement, on repart sur 4 ans de travaux pharaoniques, monstrueux. La quais, les gens qui sont à Rennes, les quais en vélo, on peut plus passer, c'est fermé. Enfin voilà, on repasse sur des contournements. Nathalie Appéré avait quand même dit attention, il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il faut s'adapter, c'est pour ça que je vais changer de politique. Nous, on lui a dit, eh bien justement,
il faut surseoir à ce projet-là, il faut un moratoire. Tout le monde lui a dit, c'est pas Charles Compagnon, le président du groupe d'opposition, c'est le MEDEF, c'est la CCI, c'est la FNIM, enfin, c'est tous les organismes aussi de commerçants du centre-ville. Elle n'a écouté personne, parce que les écologistes, et on en revient à notre propos de départ, on dit, nous, on veut la peau, depuis 2008, ils disent, on veut la peau du parking Vilaine. Il n'y a pas d'histoire d'écologie, il n'y a pas d'histoire de faire respirer la ville, puisque, je vais vous dire, Stéphane, il y avait un projet de découverte de la Vilaine devant le Palais du Commerce, par la compagnie Falsbourg, et il a été refusé. Donc, l'idée, c'est pas de découvrir 240 mètres d'eau. L'idée, c'est de servir les accords électoraux. Voilà, les travaux commençaient, et comme par hasard, dès que les travaux commençaient, l'Alliance pour 2026 a été scellée. Il y avait eu des discussions, selon vous, des tractations avant? Ah, mais c'est sûr. C'est évident. Vous détruisez et vous signez un accord après. Nous, on a demandé un moratoire jusqu'aux élections du 22 mars 2026. Et que les Rennaises et les Rennais puissent se positionner clairement. Personne ne veut de ce projet-là. Il faut bien voir qu'on va repartir sur 4 ans de travaux. Au final, l'aménagement complet, ça sera 30 millions. Et finalement, on a un élu, Marc Hervé, qui nous dit « Oui, mais de toute façon, on aurait dû le détruire parce que il fallait mettre 2,5 millions pour le rénover. » Il faut savoir, Stéphane, que à Rennes, il y a énormément d'infrastructures qui n'ont pas été entretenues depuis des dizaines d'années. C'est valable pour le parking Vilaine, la dalle du Colombier, c'est valable pour le pont Papus, c'est un pont qui sera détruit parce que pas entretenu et dangereux. Et en fait, ils viennent nous dire, finalement, on aurait dû le détruire parce qu'on l'a pas entretenu. Donc voilà, on n'a pas prévu de la maintenance et de l'entretien. Exactement, donc on va dépenser 30 millions. 30 millions, pour vous donner une idée, c'est 10 gymnases à Rennes. Et c'est aussi accessoirement le montant des subventions nationales pour toutes les radios associatives. Vous voyez, on peut en faire des choses avec 30 millions d'euros. Voilà, au moment où les radios associatives sont menacées, il faut bien le dire, de coupes budgétaires. La comparaison est intéressante. Il y a aussi, dans le dérapage des grands chantiers, l'UVE. Alors l'UVE, c'est l'unité de valorisation énergétique. Alors, pour faire simple, l'incinérateur de Villejean et de la ligne B qui continue à avoir des pannes, on l'a vu cette semaine. Qu'est-ce qui ne va pas finalement dans ces investissements? Est-ce que ça a été fait trop vite, mal pensé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de concertation? Clairement, dans ces 2 gros dossiers que vous citez, l'UVE et la ligne B, on voit que c'est l'incapacité de la majorité actuelle, en fait, à traiter des grands dossiers. Il faut bien comprendre que l'incinérateur, parce qu'on va l'appeler comme ça, l'incinérateur de Villejean, sa rénovation, sa reconstruction, c'est un fiasco financier, parce qu'on va être 80 millions de dépassements. C'est une augmentation de 97% de la taxe de ramassage d'ordures ménagères pour tous les ménages, pour tous les gens qui payent cette taxe. Dans une période assez contrainte. Dans une période tendue où je me rappelle quand même Nathalie Appéré avoir hurlé quand on avait augmenté de 5 euros la baisse, enfin plutôt baissé les AVL. Donc aujourd'hui on a une montée des impôts, on a un fiasco financier, je le disais, 80 millions de déplacements. On a un fiasco écologique puisque il faut bien comprendre que toutes nos ordures partent sur des camions bennes pour être emmenées à l'extérieur de Rennes. Aujourd'hui, cet incinérateur, c'est 140 000 tonnes de déchets, sa capacité. Donc, c'est un fiasco sur tous les volets et puis une incapacité à gérer ces dossiers-là. On va revenir sur ce projet d'union qui prend forme notamment avec le projet Vivre Rennes que vous partagez avec Carole Gandon de la majorité présidentielle. On a envie de comprendre ce qu'il y a justement derrière les mots de ce projet. Quelles sont les grandes lignes de Vivre Rennes? Qu'est-ce qui distingue ce projet d'une simple alliance électorale? Est-ce que le duo Gandon-Compagnon, c'est un tandem de projet ou un mariage de raison? Alors c'est clairement, je vais répondre très clairement, c'est une alliance, une union de projets, mais avant les projets, c'est une union de vision. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on partage une vision, c'est-à-dire pour nous, Rennes à 30 ans, c'est. Et on est très clair là-dessus. Et en 2026, par rapport à cette union-là, en 2026, par exemple, les électeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir le choix entre 2 projets. Ils vont avoir un projet que je dirais fait de briques et de broc et un projet d'union, de vision très cohérente et pas... Je vais être très précis avec vous, pas de novlangue, pas de mots qui sonnent creux qu'on entend malheureusement dans la bouche de certains de mes confrères. En 2026, les électeurs ils vont avoir le choix entre continuer la bétonisation à outrance de la ville ou avoir
une croissance maîtrisée, une ville qui va continuer à respirer, parce qu'aujourd'hui, elle suffoque un peu, la ville de Rennes. Ils vont avoir le choix entre une montée de la violence et de la délinquance dans les quartiers, avec des quartiers qu'on abandonne, parce que je veux quand même vous dire que c'est 23% quand même d'augmentation de violence depuis 2019. On va en parler juste après. On va en parler. Et ils vont avoir le choix entre est-ce que on ferme une patinoire ou est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on garde des grands équipements? Est-ce qu'on les garde pas? Enfin, vous voyez, il va y avoir des vrais choix de projets. Et avec Carole Gandon et Carole et moi, parce qu'on est présent le groupe, mais c'est tous les gens qui sont derrière nous, on est complètement alignés sur le projet qu'on va porter et les programmes qu'on amènera dans quelques semaines pour les Rennaises et les Rennais. Mais j'imagine que vous avez dû faire des concessions dans ce projet, puisqu'avant vous n'étiez pas alliés ensemble pour les municipales. Quelles concessions vous avez faites concrètement, vous? Alors, au départ, votre question est intéressante. Au départ, on avait, je disais, des petites divergences, mais qui étaient des divergences de réglage. Je vais vous donner un exemple sur les mobilités. Moi, j'étais pour le RER métropolitain et je pensais que c'était une mauvaise idée d'étudier la sortie du métro de la Rocade. Pendant 4 ans, j'ai travaillé sur ce sujet-là, j'ai écouté les équipes de Carole, j'ai écouté des experts, et aujourd'hui, j'ai acquis la conviction que pour désenclaver la ville de Rennes, pour combattre ces bouchons qui sont insupportables, parce que ça aussi, c'est un sujet qui étouffe la ville, eh bien, il faut étudier la sortie sur un axe, la sortie du métro. Voilà un exemple. Mais l'autre exemple, c'est Carole Gandon était contre l'armement de la police municipale en 2020. Aujourd'hui, elle est pour. Je vais être précis, c'est pas des concessions, c'est du travail au quotidien, des arguments, des démonstrations, des experts qui sont venus nous voir, une mise en commun pour arriver finalement à des évidences. Vous avez parlé de la sécurité, c'est un sujet qui revient sans cesse, et à Rennes, il a pris une tournure particulièrement sensible après la fusillade de Villejean qui a eu lieu en avril 2025. Vous y étiez, elle s'est passée notamment près du Subway. Cette flambée de violence, est-ce qu'elle est le résultat d'une inaction politique ou d'un dogmatisme idéologique? Cette inaction, elle est le résultat d'une politique. Tout est le résultat d'une politique. Aujourd'hui, la sécurité n'a pas été prise au sérieux en 2014. En 2020, elle a toujours pas été prise au sérieux. Dès 2020, on a demandé un choc de sécurité à la maire de Rennes. Elle l'a refusé. Il faut savoir que la maire de Rennes, en 2021, a fait voter un grand plan de sécurité. Et je veux dire à vos auditeurs que j'ai refusé, j'ai voté contre ce grand plan de sécurité. Et sur 3 pages d'intervention, j'ai expliqué que ce grand plan de sécurité amènerait la violence à Rennes parce qu'il était insuffisant. Donc c'est l'inaction politique, c'est les bonnes mesures qui ne sont pas prises qui font qu'aujourd'hui on a une flambée de violence à Rennes. Pour vous, cette prévention, c'est un échec? C'est un échec total. Je suis allé voir d'autres maires, je suis allé dans d'autres villes, j'ai vu d'autres mesures qui sont prises et aujourd'hui, on a des villes qui arrivent à combattre l'insécurité, ce que nous, on ne fait pas à Rennes. Alors justement, l'insécurité, elle prend aussi une tournure particulière depuis hier ou avant-hier. Il y a eu cette missive, je sais pas comment on peut l'appeler, cette mise en garde qui a été adressée par, il faut bien le dire, des dealers aux commerçants du quartier de Villejean. En gros, c'est une forme de racket. Nos confrères de la presse écrite s'en sont fait écho et nous ici également. Est-ce qu'on a franchi un cap une fois encore? Eh bien, écoutez, Nathalie Appéré aura réussi quelque chose d'incroyable parce que c'est sous son mandat qu'aura eu lieu la première tentative d'extorsion de fonds et de racket de commerçants. Vous vous rappelez peut-être que il y a quelques années, pendant 8 ans, j'étais commerçant au centre-ville de Rennes. Et dans d'autres villes, quand je rencontrais d'autres commerçants, ils nous disaient à Rennes, vous n'avez pas de mafia, vous avez de la chance, vous n'êtes pas rackettés. Et on me citait à Nantes ou ailleurs des rackets ou des tentatives de rackets. Et on se disait, à Rennes, on est bien parce qu'on n'a pas ça. Eh bien voilà, en octobre 2025, on a franchi un nouveau cap, on a monté une nouvelle marche vers l'insupportable. On a maintenant des jeunes qui viennent racketter les commerçants en leur disant, voilà, si vous ne nous payez pas, on va pas assurer votre protection. Et non seulement on va pas assurer votre protection, mais on va venir vous le faire payer. C'est insupportable.
Insupportable. Est-ce que ça s'inscrit finalement dans une, pardonnez-moi le terme, hein, il est peut-être un peu fort, mais dans une logique aujourd'hui, on voit en France, dans de nombreuses villes, hein, vous le disiez, des commerçants qui sont rackettés. Bon, ça se passe beaucoup dans le sud de la France, on l'a noté, il n'est pas question ici de pointer plus le sud de la France qu'ailleurs, mais est-ce que finalement là aussi, il faut essayer de peser sur la politique nationale pour essayer d'endiguer finalement ces mafias, ces groupes qui rackettent et qui tiennent de main ferme le trafic? Il est évident que ça se joue sur plusieurs niveaux. Ça se joue au national parce que les enquêtes se font par la police nationale, c'est le ministère de l'Intérieur, et là il faut en appeler effectivement à l'État pour qu'il joue son rôle pleinement, à la justice aussi, parce qu'on voit bien qu'avec, quand vous écoutez les policiers, ils vous disent on a arrêté 15 fois le même dealer dans la semaine, il est dehors, donc on a aussi un problème de justice. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on est maire de Rennes, on utilise tous les leviers à sa disposition pour le combattre sur le terrain. On fait pas comme Nathalie Perret en disant c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État, et puis c'est une excuse à rien faire. Il y a plein de maires qui agissent, il y a plein de maires qui se battent, et nous on sera de ceux-là. Et comment justement éviter que les quartiers comme Villejean deviennent des zones de raquettes et de pression justement liées au trafic de drogue? Est-ce qu'il faut renforcer la coordination entre la police municipale et la police nationale pour ce type de fait par exemple? Il faut un plan de mesure, c'est pour ça que moi je parle de choc de sécurité véritablement. Il faut effectivement, comme on le dit souvent, vous l'entendez, plus de bleus dans la rue, mais aujourd'hui on est sous-équipé en policiers municipaux. On n'a pas les moyens d'avoir des policiers dans les quartiers partout et à toute heure. Il faut au minimum doubler l'effectif de police municipale. On le réclame depuis 2020. Nathalie Perret nous dit « j'ai embauché 40 policiers ». Elle aurait dû en embaucher 120. Donc, il faut bien comprendre qu'à Rennes, on a 0,48 policiers pour 1000 habitants. Une ville normale. Je ne parle pas d'une ville sécuritaire. Une ville normale, c'est 1000. C'est un policier pour 1000 habitants. Ça pose la question des moyens, finalement, moyens financiers également. Ça pose des questions d'arbitrage. C'est-à-dire, est-ce qu'on met 30 millions dans le parking Vilaine? Ou est-ce qu'on met 30 millions pour la sécurité des Rennaises et des Rennais avec des caméras, de l'organisation, du matériel, des effectifs? Rien remplace l'humain. Il faut des agents dans la rue, mais pas des agents qui passent en voiture. Il faut des agents, suffisamment d'agents pour qu'ils restent sur la dalle, pour qu'ils aillent voir les habitants, les commerçants. C'est toute une mentalité différente d'aborder la sécurité. Mais comment justement vous financez ces mesures sans alourdir la fiscalité locale hein? Eh bien, je vous dirais, en arrêtant la gabegie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a balancé 80 millions sur l'UVE, 30 millions pour l'aménagement du parking Vilaine. Je peux vous dire qu'avec cet argent-là, faut bien voir que la mairie de Rennes, c'est un budget de 460 millions. Et je viens déjà de vous dire que on en avait balancé 120. Hein, donc, c'est pas un énorme budget. L'expression, mais par la fenêtre. C'est pas un énorme budget finalement pour une ville telle que Rennes. Bah, c'est un budget. On a 220 000 habitants, 460 millions. Alors, pourquoi ce budget peut paraître peu? C'est parce que aussi il y a beaucoup de compétences qui sont passées à la métropole, et là on passe sur un budget d'1 milliard. Alors justement, là aujourd'hui, on parle beaucoup de simplification, hein, c'est le grand mot, le grand thème à la mode, y compris au plus haut sommet de l'État. Comment continuer à assurer des services vis-à-vis des Rennais ou plus largement des habitants de la métropole à budget constant ou peut-être avec des coupes budgétaires? Là aussi, on peut imaginer que l'État va peut-être chercher des économies sur les collectivités territoriales. Il va le faire effectivement. Il faut bien gérer la ville, en bon gestionnaire. Je dirais que peut-être que c'est mon métier ou mon expérience d'entrepreneur. Ouais, quand on a une entreprise ou une entreprise familiale, on la gère, comme on dit, en bon père de famille. Donc on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas gagné, et l'argent qu'on n'a pas, on va le chercher. Eh bien, c'est avec des principes aussi simples, même si effectivement les revenus d'une ville sont capés, mais qu'on peut bien gérer une ville. Aujourd'hui, la ville, elle est mal gérée. On a un taux je dirais d'endettement qui est monstrueux. Il faut bien comprendre que tout notre investissement est financé par l'emprunt. Ça veut dire, pour les gens qui sont pas férus de comptabilité, ça veut dire que on n'a plus de capacité d'autofinancement. On peut pas investir avec notre propre argent. On doit emprunter à des banques. Hein. Je fais un peu de pédagogie ce matin. Aujourd'hui, la ville de Rennes, elle a besoin de gens qui savent gérer, ce qui n'est pas le cas de la majorité actuelle.
En parlant de gestion, justement, il y a un autre thème sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, le thème de l'urbanisme, le logement, l'écologie. Vous parlez, vous, du rupture avec le modèle Appéré. On va voir ce que cela signifie concrètement. Vous critiquez notamment la densification à marche forcée, une volonté de faire respirer la ville de Rennes. Quelle est votre vision de la ville de demain? Comment est-ce qu'on concilie attractivité et qualité de vie? Le plan qu'on propose, il est effectivement en rupture avec ce que fait aujourd'hui Nathalie Appéré, au sens où notre vision de l'habitat, il est à minima à l'échelle de la ville, mais il est à l'échelle de la métropole, et je vais même aller un peu plus loin, il est à l'échelle de ce qu'on appelle le bassin rennais et de l'Ille-et-Vilaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Nathalie Appéré qui propose la politique du trou noir, tout doit être dans Rennes, les services, les entreprises, le logement. Donc on construit. Moi, je parle pas d'urbanisme aujourd'hui à Rennes, hein. On est dans la construction à marche forcée. Et puis, on a le modèle qu'on propose, justement, je vous parlais de cette vision tout à l'heure, qui est les équilibres territoriaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de construire dans Rennes, on n'est pas obligé de construire la ville sur la ville. On peut aussi, en développant le RER métropolitain, moi je suis venu en train vous voir, le rail ça marche, et quand ça marche bien c'est super, eh bien on peut aussi construire aux extérieurs. Il y a plein de villes, de villages aujourd'hui où il y a des espaces de construction, des espaces d'habitat qui demandent que ça. Donc notre projet à nous, c'est construire toujours à Rennes évidemment, mais plus sobrement, vous voyez, je prends les mots des écologistes, plus sobrement et plus respectueuse déjà des quartiers et du cadre de vie des habitants actuels de la ville. Et justement, Rennes, c'est pas devenu une ville un peu trop dense, trop chère, trop fermée justement à ceux qui souhaitent venir à Rennes? La ville, elle s'est complètement enfermée sur elle-même. La ville aujourd'hui, c'est inaccessible. Les familles s'en vont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ouvrir à Rennes, on va vers la fracture. Nathalie Appéré, elle est en train de construire la ville de la fracture. Soit on est très pauvre, soit on va être très riche pour vivre à Rennes. Il faut savoir qu'à Rennes, ça, c'est important de le dire, hein, à Rennes, on a aujourd'hui 15% de chômage. Enfin, je vais juste rappeler le niveau de chômage en France, il est de 7,5. C'est-à-dire qu'à Rennes, on a le double du taux de chômage de la moyenne française. Donc, on est en train de paupériser la ville, d'entasser des gens et de faire fuir une certaine population. C'est dramatique et effectivement, là aussi, il faut être en rupture avec ce qui se passe avec la majorité actuelle. Toute dernière question, c'est les populations qui sont arrivées, on parle beaucoup d'immigration à Rennes. Rennes est une ville qui attire, y compris les personnes qui veulent avoir une autre vie, qui veulent venir en France, qui veulent s'installer. C'est ça aussi le problème, il faudra gérer ça à un moment. Aujourd'hui, c'est clairement pas le problème que nous rapportent les Rennaises et les Rennais. Je vais être très clair avec vous. Toutes les semaines, vous connaissez la même méthode, le travail et le terrain. Toutes les semaines, je suis sur le terrain. Je n'ai jamais, et j'étais encore hier au marché Robidoux, quartier Alphonse Guérin, jamais, moi, les Rennaises et les Rennais m'ont dit oh là là, mais il y a trop d'immigration à Rennes, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ils me disent sur ce quartier-là, regardez, on s'est battu pour garder notre square, on s'est battu pour garder le terrain de basket et les arbres derrière et les jardins partagés parce que là, ils voulaient construire un immeuble. Donc, vous voyez, la préoccupation, c'est celle-là. Et vous savez, très humblement et très modestement, moi, ce que je défends, c'est ce que me disent les Rennaises et les Rennais. Charles Compagnon, conseiller municipal d'opposition à Rennes, président du groupe Libre d'Agir pour Rennes, était avec nous ce matin. On parlait vraiment du local ce matin et c'est important dans ce grand maelstrom politique, si vous me permettez le terme. Je vous remercie d'être venu au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.